cerveau humain, il n'a pas du tout été optimisé pour fabriquer des théories qui marchent et avoir des prix Nobel avec. Il a été repéré pour essayer de trouver des rapports, des relations qui font que sa survie est un peu plus longue. Et puis en général, si c'est faux, ça n'a pas de conséquences. Si c'est vrai, ça le sauve. Impatience. Johan Ducet. C'est d'une discipline très peu connue dont nous allons parler à présent. C'est la zététique, Bastien Confineau. Zététique ou l'art du doute. En fait, il y a des phénomènes dans la nature ou chez certaines personnes que la science n'explique pas. On pense à la voyance, la sorcellerie, l'astrologie, la radiesthésie, il y en a tout plein. Eh bien, la zététique est là pour développer des protocoles expérimentaux qui permettent de dire oui, ce phénomène existe ou non, il n'existe pas. Et il y a des laboratoires, des observatoires zététiques qui se sont créés pour tester les personnes qui prétendent avoir des dons ou certains pouvoirs. Fabrice Néret est justement membre de l'Observatoire zététique de Grenoble et il nous explique sa démarche. On nous affirme des choses, on lit des choses, des gens ont des opinions sur des choses. Et puis nous, on hésite, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, et on se demande comment on fait pour trancher. Et pour ça, on a besoin un peu d'outils critiques, d'outils rationnels pour enlever toutes nos subjectivités. Et sachant que tous les humains, c'est pas une question d'étude, on est tous très subjectifs. On a tous envie de voir des choses, on a tous une information incomplète. Et voilà, la démarche, c'est comment on fait pour trier un peu tout ça. Et donc, la zététique offre un certain nombre d'outils. Donc, le but, en fait, de l'association, c'est d'une part de communiquer un peu ces outils, d'autre part, éventuellement, d'aider à faire des expériences quand des gens pensent avoir des dons ou se posent des questions. On parle plutôt de phénomènes paranormaux ici. Alors, paranormal est un mot simple qui fait partie des nombreux mots qui, d'une part, veulent rien dire et, d'autre part, mettent un peu dans une boîte. Des gens qui utilisent une technique pour faire pousser les tomates à partir de musique considèrent qu'ils ne sont pas du tout dans les pseudosciences et le paranormal. Et si on va les voir en disant « je fais une enquête sur le paranormal, je viens tester vos méthodes », vous pensez bien qu'on va se faire envoyer assez sec. Donc le problème du paranormal, c'est un peu toujours les autres. Donc, oui, il y a quelques personnes qui s'accrochent à ça, qui veulent communiquer avec les morts, des choses comme ça. Bon. Donc pour faire simple, on peut dire parfois paranormal, pseudosciences, pseudomédecine. L'écueil de dire ça, c'est que ça sous-entendrait qu'on a déjà un a priori sur qui est dans quel camp au départ, ce qui est un peu embêtant. Effectivement, il y a un côté exotique de regarder les autres en disant quand même, ils sont marrants, qu'est-ce qu'ils sont bêtes tous avec ça, quoi. Et non, c'est intéressant d'être plus large et de se poser la question. Chaque fois qu'on nous affirme que quelque chose marche, est vrai, et est ceci ou est cela, c'est intéressant de se poser la question sur quoi ça repose. Autre chose qu'on étudie beaucoup aussi, c'est tous les biais de raisonnement. Parce que, en fait, le cerveau humain, il n'a pas du tout été optimisé pour fabriquer des théories qui marchent et avoir des prix Nobel avec. Il a été repéré pour essayer de trouver des rapports, des relations qui font que sa survie est un peu plus longue. Et puis, en général, si c'est faux, ça n'a pas de conséquences. Et si c'est vrai, ça le sauve. Et ça explique énormément de choses où, effectivement, ça peut correspondre à des corrélations ou des co-occurrences qui sont vraies, alors que la causalité est fausse. Comment ça se passe? Les gens viennent vers vous, vous demandent un test au niveau de l'observatoire zététique, vous dites « Attendez, moi je crois que j'ai un pouvoir, est-ce que vous pouvez me tester scientifiquement ?» Alors, ça fait partie de notre époque qui est un peu folle, qui est qu'effectivement les gens disent « Oui, mais c'est la science officielle, la science est sous le contrôle de l'État, des Américains, de la CIA, du pouvoir, des industriels. » Et en même temps, tous ces gens-là quand même ont envie de se faire tester par la science. Et il y a quelque chose qu'on appelle ce bistandard, qui est de dire, ah oui, mais alors s'il y a un argument scientifique qui pouvait prouver, alors on le croirait tout à fait et la science serait respectueuse. Et puis, chaque fois qu'on nous dit que statistiquement, il n'y a absolument rien qui ressort, ah oui, mais c'est parce que la science se trompe et les gens ne savent pas faire des statistiques. Quand c'est la science d'État qui le dit, alors vraiment, il faut être exigeant, il ne faut pas croire et tout. Mais quand c'est un perlimpinpin venu de nulle part qui m'affirme, alors là, oui, comme je suis d'accord avec lui, je vais le croire. Alors nous, les gens qu'on teste, effectivement, on ne va pas les chercher. Ce sont des gens qui sont volontaires pour la démarche, on n'est pas là pour les piéger, donc on co-construit quelque chose. La première chose qu'on fait avec eux, après avoir discuté, après avoir fait ça, c'est de leur proposer des autotests. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils n'ont pas la démarche, par exemple, on a eu plusieurs fois des magnétiseurs avec des pendules là, qui savent détester si un truc est bon ou mauvais. Alors il y en a un, par exemple, des téléphones portables, ils sont tous mauvais, mais il y en a qui sont plus dangereux que d'autres. Et il testait avec son pendule, le pendule tournait dans un sens ou dans un autre. Il n'avait jamais eu l'idée de le tester simplement en simple aveugle. Et une fois, on avait fait un truc qui veut rien dire. Au restaurant, on prend une serviette, on bouge un peu de téléphone dessous, et puis le gars, son pendule tourne pas dans le sens qu'il fallait. Alors, c'était pas un vrai test, hein. On avait fait ça pour rigoler, comme ça, un test sur un essai, qu'est-ce que ça veut dire? On aurait pu ne pas avoir de bol. Mais lui-même a pu se rendre compte. Le pendule a tourné dans le mauvais sens, coup du hasard, une chance sur deux, et le gars en était retourné. Mais il était mal.
Et c'était un truc qui lui était jamais arrivé de sa vie. C'est-à-dire que toutes les fois, effectivement, il regardait le truc, il regardait, est-ce que c'est un as de carreau que j'ai là? On voit bien, le pendule tourne, et effectivement, il voit que c'est un as de carreau et le truc tourne bien là. Est-ce que c'est un verre d'eau plein ou vide? On voit bien, mon pendule tourne autour du verre d'eau plein. Et il n'était pas venu à l'esprit de tester en aveugle, puisque ça marche, et que je vois bien que ça marche. Pourquoi tester en aveugle? Donc les gars, on était retournés, et puis effectivement, il nous a dit, oui, j'ai bien réfléchi pendant la nuit, le lendemain, et en fait, je pense que j'ai trouvé la solution, parce qu'il faut bien calibrer quel est le sens qui veut dire plus et moins, et d'habitude c'est ça, mais en fait, à ce moment-là, juste avant, le vortex de la Terre s'est retourné. Le vortex de la Terre, bon. Alors, on rentre pas dans le discours. On dit, mais du coup, est-ce que ça se teste, le sens du vortex de la Terre? Oui, en fait, on prendrait un truc dont on est sûr que c'est vrai, et puis on mesure ça. Donc on peut refaire un test. Alors. Voilà, c'est ça la démarche. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, et ils pensaient pas à mal. Les gens sont pas des charlatans. C'est très rare qu'il y ait des gens qui veulent tromper, qui sont des charlatans, etc. Les gens croient sincèrement. C'est pas moins dangereux pour autant. Par exemple, il y en a un, il travaille dans un cabinet de recrutement, il passe son pendule sur des CV, et il nous dit si le CV est sincère ou pas sincère, ou si le gars est un menteur ou pas un menteur, et tout ça. Et le gars, c'est pas un méchant, mais ça a quand même un impact derrière. Mais Bastien Confineau, est-ce que vous avez le sentiment que, sans le savoir, beaucoup de décisions sont prises sur des bases de voyance ou de pendule? Peut-être plus qu'on ne le pense, en fait. Je me suis rendu dans le cabinet de la radiesthésiste et astrologue Gaëlle Rod pour en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement du pendule et sur la confiance que certaines personnes peuvent lui accorder. Et je dois dire que c'est assez surprenant. Gaëlle Rod. La radiesthésie, en fait, c'est un support, paraît-il, magnétique, qui fonctionne avec les effets centrifuges, d'après ce que mon mari m'a dit, étant donné qu'il est ingénieur. Et il m'a dit que ça, c'était beaucoup plus valable que beaucoup d'autres dites sciences parallèles. Alors, pour faire une recherche, on est doté de pendules qui sont, comme je vous les présente là, avec du métal, et ça c'est du plomb peut-être. Donc là, votre pendule, en fait, vous le chauffez avec votre corps. Donc vous allez le prendre dans la main un petit moment. Vous le chauffez un moment, vous vous concentrez sur ce que vous devez faire et vous allez poser la question. Alors, le oui va faire aller votre pendule sur la droite et le non sur la gauche. Qu'est-ce qui vous permet de déterminer ce pendule? La recherche d'animaux, la recherche de personnes aussi. Par exemple, j'ai travaillé plusieurs fois avec la sûreté du canton de Vaud. La dernière fois que j'ai travaillé avec eux, c'était pour trouver l'assassin d'une jeune fille qui avait 17 ans ou 18 ans, qui avait été violée et tuée par 3 personnes. Alors j'avais les 3 photos des personnes avec des prénoms fictifs et on m'a demandé quelle était la personne supposée être l'instigateur de tout ça et celui qui avait assassiné également. Alors moi ça me sortait toujours sur un des messieurs. Je dis voilà, c'est ce qui me sort et c'était lui en fait. Et c'est un élément qui a été à charge dans le procès? Oui, il était à charge. Enfin, il y a plusieurs radiesthésistes qui en ont contacté plusieurs. Et entre autres, ils avaient des forts soupçons sur lui. Et finalement, il a avoué. Et vous avez une idée du taux de réussite? Non, 60% peut-être. Mais condamner des gens parce qu'un pendule tourne à gauche ou à droite, ça paraît quand même un peu léger, même si la dame qu'on vient d'entendre estime son taux de réussite à 60%. Oui, surtout que les 60% prétendus, c'est beaucoup, mais c'est aussi très peu quand il s'agit d'envoyer quelqu'un pour 20 ans en prison. Il faudrait 100%, il faudrait des certitudes. Donc je me suis rendu à la police de sûreté pour vérifier cette information, et c'est Jean-Christophe Sautrel, porte-parole de la police cantonale vaudoise, qui m'explique leur rapport aux radiesthésistes et autres voyants. La police, dans ses moyens d'investigation, n'a pas de médium, de radiesthésiste ou d'autres personnes qui auraient des pouvoirs plus ou moins occultes. Par contre, souvent nous recevons des informations dans des affaires fortement médiatisées, provenant de médiums, de radiesthésistes notamment, qui donnent des informations plus ou moins crédibles, plus ou moins farfelues. Dans les affaires graves, par contre, nous contrôlons systématiquement les éléments qui peuvent faire l'objet d'un contrôle sérieux. Quand vous dites contrôler, ça veut dire qu'un médium va lire dans les journaux quelque chose, va vous dire voilà, je pense que telle personne disparue est à tel endroit. Vous allez aller sur place et puis voir si cette personne est effectivement là. Alors, avant d'aller sur place, il y a toute une série de contrôles que la police peut faire. C'est notamment confronter les informations fournies par le médium ou la radiesthésiste aux éléments d'enquête.
Si tous les éléments d'enquête nous montrent que la personne se trouve dans la région lémanique et que le médium nous dit non, elle est à Hambourg à la même heure, il est clair que cet élément ne sera pas vérifié. Par contre, si on nous donne une information comme quoi la personne que l'on recherche se trouve au port de Lutry, à la hauteur du débarcadère, dans l'eau, on va pouvoir faire un contrôle sérieux assez rapidement sans pour autant que ce soit dispendieux en moyens engagés. Si on prend des affaires fortement médiatisées, comme la disparition d'Alessia et Livia, qui est encore d'actualité aujourd'hui, il faut savoir qu'on a plus de 150 informations fournies par des médiums, des voyants, des radiesthésistes qui ont été fournies à la police cantonale, en plus des autres témoignages. Et est-ce que ça s'est régulièrement révélé exact, ces informations apportées par ces voyants ? Ça fait maintenant plus de 25 ans que je suis à la police cantonale vaudoise et jamais un élément fourni par un médium, un radiesthésiste ou une voyante n'a permis d'élucider une affaire. D'où l'importance de la zététique. Est-ce que cette zététique existe depuis longtemps, Bastien ? Oui, assez longtemps, mais elle a connu un vrai essor, en Europe en tout cas, avec la création du défi zététique international en 1987. L'idée de ce défi, c'est de dire à toutes les personnes qui prétendent avoir un don, un pouvoir paranormal, de venir se faire tester de manière logique et rationnelle. En gros, vous avez un don, prouvez-le. Et là, un protocole expérimental est élaboré et agréé à la fois par les scientifiques et les personnes qui prétendent avoir le don. Et une fois que les deux sont d'accord sur l'expérience, on peut la lancer, on teste. Si le test est positif, que le don est prouvé, la personne va recevoir 200 000 €, donc c'est une somme quand même. Et en 15 ans, donc de 1987 à 2002, 264 personnes ont été testées et personne n'a remporté ces 200 000 €, que ce soit des voyants, des radiesthésistes, des astrologues, etc. Après, le défi a été arrêté, mais il y a toujours l'équivalent aux USA avec $1 million à la clé. Et là aussi, plus de 1000 personnes ont été testées et pour l'instant, personne n'a remporté ce million. Je vais prendre un exemple. Les sourciers, ils sont quand même réputés comme étant assez efficaces pour trouver de l'eau. Eux, ils n'ont pas du tout remporté de prix. Donc. Non. Plusieurs ont été testés, mais sans succès. C'est le cas, par exemple, lors du grand protocole de Munich. Et là, Fabrice Néret de l'Observatoire zététique de Grenoble nous explique le fonctionnement de ce test et comment, comme toujours, a posteriori, certains sourciers ont dit « mais non, en fait, ça ne pouvait pas marcher ». Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le grand protocole de Munich sur les sourciers, sur lequel il y a vu, je sais plus quoi, une centaine de sourciers. Et puis on a mis des canalisations cachées sous une dalle de béton avec de l'eau qui circule pas. Alors des gens ont critiqué le fait que c'était de l'eau dans des tuyaux et que ça marche pas dans ces cas-là et tout. Oui, mais nous on se substitue pas aux sourciers. Si les sourciers disent faites comme ça va marcher. C'est eux les spécialistes. Mon problème, c'est que des fois, il y a autant de théories que de gens qui prétendent avoir des pouvoirs. C'est-à-dire qu'au début, les sourciers ont dit oui, on accepte ce protocole, et une fois que ça a été testé, ça ne marchait pas visiblement, ils l'ont refusé. Pas si vite, non, c'est pas les mêmes. En prenant un ensemble de personnes, alors nous, on le fait avec ce grand protocole de Munich, il avait été fait avec beaucoup. Les gens se mettent d'accord ensemble pour élaborer un protocole, et eux avaient trouvé convenable de dire effectivement une bonne situation, de l'eau dans des tuyaux sous une dalle qui circule, par rapport à ce que je sais, je pense, de ce qui marche et tout, ça marchera. Donc peut-être que d'autres sourciers ailleurs dans le monde disent non, en réalité, tous ces gens-là sont nuls, et il y en a plein qui disent ça. Mais qu'importe, nous, on n'est pas là pour être des scientifiques de la sorcellerie, on est là pour être des experts de comment on teste le vrai du faux. Et les personnes qui sont les experts, c'est les personnes qu'on teste. Là, quand il y en a plein, quand ce sont éventuellement les meilleurs ou quand ce sont des gens qui sont d'accord avec ça, on leur fait confiance, on co-bâtit avec eux. Bon, néanmoins, une fois qu'on a fait ça, justement par rapport à ces critiques, la première chose qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un test en blanc. C'est-à-dire, là, on est sur le site de test, je fais passer de l'eau, est-ce que vous sentez votre truc ? En leur disant, l'eau passe à cet endroit. Voilà. Un test en blanc, c'est un test justement où on n'est pas en aveugle. Donc, on fait passer l'eau, le gars dit oui, je sens mon truc. Ce qui est tout le temps important aussi, et ça par rapport au truc où on se trompe, c'est qu'on regarde par exemple que le positif et pas le négatif. Là, on dit attention, là, on ne fait pas passer l'eau. Est-ce que vous sentez l'absence de truc ? Et le mec voit et effectivement dit, je sens l'absence de truc. À ce stade-là, si le gars sent que c'est pas bien sûr, s'il sent que ça marche pas et tout, il faut recommencer. Et donc même par rapport aux gens qui critiquent en disant non, ça peut pas marcher dans ce cas-là et tout, ce test en blanc est essentiel parce que c'est du laboratoire, ça ressemble pas à la pratique de tous les jours. Le gars aurait pu se tromper sur sa propre théorie et tout. Là, c'est là où on teste que il a son feeling. Le feeling étant un truc qui se passe dans la tête. La question après de savoir si ce qui se passe dans sa tête est relié ou pas à des choses physiques.
Bastien Confineau, les résultats de ce protocole de Munich? Ils sont négatifs pour les sourciers. Que ce soit un sourcier qui affirme dans quel tuyau passe l'eau ou que l'on tire à pile ou face, on a exactement le même résultat. C'est donc totalement lié au hasard. Et est-ce que les zététiciens critiquent aussi les théories qui accompagnent les phénomènes paranormaux? C'est pas vraiment l'idée au départ. Leur but, c'est avant tout de constater de manière rationnelle si un phénomène existe ou pas. Fabrice Néret. Une des choses qui est importante en zététique, c'est qu'on essaie vraiment tout le temps de se tenir aux faits. Alors nous, les humains, on adore les histoires. Et quand on apprend les théories, les sciences et tout, en fait, on nous raconte des histoires, on adore ça. Bon, à un moment, il y a un petit truc administratif à faire, là, c'est de vérifier que ça coïncide aux faits. Mais c'est rébarbatif, ce truc-là. Alors on préfère vraiment les histoires. Et finalement, entre quelqu'un qui va s'avérer un charlatan, qui est quelqu'un qui est avec une présence de père, qui nous parle d'un savoir révélé en blouse blanche, et puis un prof d'université ou notre vieux prof de maths ou de physique qui est quelqu'un avec une barbe blanche, un savoir révélé qui vient des livres, qui nous raconte des histoires en blouse blanche, finalement c'est très semblable dans notre goût à aller chercher ça. Ils ont, pas tous, hein, mais certains ils ont des théories extrêmement compliquées sur ce qui se passe et tout, donc ça on écoute poliment en disant oui, voilà, ok, ouais. Bon, maintenant comment on peut le tester ce que vous dites? Parce qu'effectivement, l'instant de vérité, le vrai truc, c'est d'être capable de faire un test qu'on appelle un test en double aveugle. Un test en double aveugle, c'est un match contre le hasard. Chaque fois que des gens, par exemple, pensent avoir été capables de faire de la transmission de pensée, en ce cas-là, on peut se ramener, comme en labo, à l'expérience la plus simple possible. Deviner est-ce que je pense pile ou est-ce que je pense face. Et puis, un match contre le hasard, c'est, soit j'ai un don, et puis je vous dis ce que mon don prévoit que vous pensez, ou alors je tire ma réponse à pile ou face, et puis c'est le hasard qui répond à ma place. Alors, on va pas rentrer dans les détails mathématiques, mais les statistiques nous disent combien il faut faire de tests pour être sûr de se tromper à pas plus que 5%. C'est exactement comme les sondages, en fait. Combien il faut interroger de gens pour être sûr qu'on est dans la vérité à une marge d'erreur près tout le temps, quoi. Donc à 5% ou à 1%. Et après, on compare. Chaque fois, avec les gens, on essaie de monter une expérience qui est bonne pour les deux. C'est-à-dire qui ne tue pas ce qu'ils pensent être leur signal. Et en même temps, il est hors de question de faire une expérience qui ne soit pas sous contrôle. Donc il faut être en double aveugle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne voit la réponse. Il ne faut même pas que nous, on sache quelle est la réponse à un moment donné, parce que c'est comme pour les médicaments, là, quand l'infirmière sait quel est le bon, quel est le pas bon, ça suffit à avoir une influence. D'autres choses très importantes, c'est qu'on décide à l'avance de ce que c'est qu'un critère de réussite, parce que c'est typiquement le genre de choses sur lequel on interprète a posteriori. On dit, ah oui, allez, on va faire l'expérience, comme l'expérience avec Maud Christen, où des gens ils font des dessins, et puis après on interprète le dessin, on dit, ah oui, vous voyez, il y a du pointu ici, et puis du rond ici, et puis il y avait du rouge. Bah oui, on n'avait pas dit que c'était un critère au départ, c'est un peu trop facile, quoi. Et puis quand on fait une séquence, si on a calculé qu'il faut faire 40 essais, on les prend du premier au 40e, et après, on dépiote tout ça tout d'un coup. Parce que le risque, chaque fois, c'est de dire, ah oui, non, mais là, j'étais pas chaud au début. Mais là, sur la fin, on voit bien, les 10 derniers, ils sont vraiment bons, quoi. Ou alors, dans pour l'instant, je vois que c'était pas très bon. Allez, on rajoute encore 10 essais. Et ça, on se rend pas compte. C'est toutes les façons d'avoir des biais. Ça, c'est par exemple, c'est l'équivalent d'une martingale. C'est quoi une martingale? Alors, une martingale, c'est quand vous jouez au casino et chaque fois que vous avez perdu, vous rejouez le double plus 1. Et évidemment, en supposant que vous êtes infiniment riche, tôt ou tard, comme on ne peut pas perdre absolument tout le temps, vous allez finir par gagner. Mais évidemment, les casinos ont une solution pour ça, c'est qu'il y a un plafond à la mise. Et donc, effectivement, tant que vous rejouez et que vous vous arrêtez au moment où vous avez gagné, vous avez une certitude totale qu'à un moment ou un autre, vous allez forcément gagner. Autant les humains ont une perception du hasard complètement fausse. La notion de répartie au hasard, si vous prenez des points sur une feuille et des points répartis au hasard, c'est absolument pas des points réguliers. Des points répartis au hasard, ils vont s'accumuler à certains endroits, avoir des grands vides à d'autres. Et la loi des séries, c'est l'équivalent de ça dans le temps. Comme plus de tremblements de terre à une certaine période et puis moins à une autre période. Ou d'accidents de train, ou d'oiseaux morts qui tombent, ou de choses comme ça. Alors plus le biais que quand il commence à y avoir des événements, on se met à regarder beaucoup plus, donc il vient en plus amplifier ça. Mais voilà, les humains, même éduqués, se font tout le temps avoir avec ça. Parmi les choses qui sont importantes aussi, donc on ne regarde le résultat jamais avant la fin. Et tout le tirage aléatoire de est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer, ou quand on fait de la transmission de pensée, est-ce que là je suis en train de penser blanc ou noir et tout, c'est ce qu'on appelle la randomisation. Elle ne doit surtout pas être faite de tête. Elle doit être faite par ordinateur ou avec un dé, parce que les humains non seulement ne savent pas bien percevoir le hasard, mais de tête ils ne savent pas bien produire du hasard. Et quand deux personnes, l'un cherche à produire du hasard, l'autre à entendre du hasard, sans se rendre compte, comme les deux ont la même base, le même logiciel de fabriquer du hasard, ils se transmettent une sorte d'information qui est qu'après, ça n'est plus 50-50. Il y a eu des tests, en fait, un grand protocole où quelqu'un pensait qu'on pouvait sentir quand est-ce qu'on nous regardait dans le dos, où en fait tout le protocole s'écroule parce qu'il y avait ces deux biais.
Le gars, c'est deux têtes, il disait je regarde pas. Et au fur et à mesure, il disait là vous avez fait vrai, là vous avez fait faux, là vous avez fait vrai, là vous avez fait faux. Et donc, alors que personne ne trichait, à cause de cette mauvaise randomisation et parce qu'on donnait le résultat au fur et à mesure, effectivement, on a biaisé le hasard. Fabrice Néret, comment ressortent les gens de ces tests? Ils sont ultra déçus, ils croient pas à ce que vous venez de leur dire. Est-ce que parfois ils disent non, mais vous avez raison, j'abandonne cette idée? Alors ça fait partie des choses, parce que vraiment pour nous l'humain est important. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en zététique, il y a beaucoup de choses qui se passent avec la psychologie humaine et sociale. Comment les gens en sont arrivés aux croyances, qu'on appelle les spirales d'engagement, des trucs comme ça. Il y a tout cet aspect qui est important, et là où souvent les associations scientifiques se trompent complètement, c'est de dire il suffit de proclamer la vérité haut et fort du haut de ma blouse blanche, et les gens me croiront. Bon, faut pas être grand clair pour savoir que quand on braque les gens comme ça, c'est le plus inefficace possible pour convaincre. Et puis en plus, maintenant, les gens ne croient plus du tout juste sur leur belle gueule, les scientifiques en blouse blanche. Donc il faut être respectueux en fait de comment des gens en arrivent à là, de comprendre comment est bâti en fait leur socle, et on pose un certain nombre de questions. Il y a des gens, ils ont construit toute leur vie là-dessus. C'est leur activité professionnelle. Des fois, c'est pas parce que c'est pas payé. Des gens font ça à titre gracieux, mais ils sont payés en termes de statut social dans leur village. Ils ont un statut, c'est vraiment important par rapport à leur famille et tout. C'est leur vie, ils sont déjà âgés. Ils ont éventuellement un petit boulot pas terrible à côté, mais ce qui les construit, c'est ça. Ces gens-là, on va les détruire si on les teste. Donc on n'est pas là non plus pour détruire les gens. Vous les prévenez en leur disant mais sachez que peut-être on arrivera à un résultat négatif. Voilà. Et on leur pose la question, c'est que voilà, imaginez que le résultat est négatif, comment vous vivriez ça quoi? Et on leur demande vraiment de penser à ça quoi. Et puis effectivement, si c'est clair qu'ils sont ok avec ça, bon, on leur fait signer quand même une décharge. On fait un suivi après pour être sûr qu'ils sont pas au bord du suicide ou des choses comme ça quoi. Et un de nos buts, c'est effectivement pas tant la personne qui est testée elle-même que de pouvoir écrire en fait cet avis alternatif et de faire que quand des gens cherchent dans Google, ils aient au moins la chance d'entendre aussi ce son de cloche. Parce que quoi qu'on en dise, ce son de cloche-là est ultra minoritaire et dur à trouver. Aie confiance, crois en moi. Bastien Confinot, j'ai quand même envie de vous dire que si ces croyances, elles se perpétuent, c'est que ça doit bien marcher pour certaines personnes quand même. Moi, je pense que l'homme a une forte capacité d'auto-persuasion. Et c'est, à mon avis, ce qui fait vivre toutes ces parasciences. On le voit bien, d'ailleurs, avec les médicaments placebo, par exemple, puisqu'il y a plein d'études qui ont prouvé leur efficacité, alors qu'il n'y a absolument pas de principe actif. La zététique, c'était un dossier de Bastien Confinot. Merci. Merci également à Fabrice Néret, membre de l'Observatoire zététique de Grenoble. Impatient.